Venezuela, la malédiction du pétrole, documentaire réalisé par Emiliano Sacchetti, un film qui nous rappelle pourquoi ce pays constitue un enjeu géopolitique majeur en Amérique du Sud, pourquoi aussi Donald Trump a choisi de mettre la main sur l'or noir vénézuélien. Plus au-delà, faut-il aussi y voir le retour d'une politique hégémonique des États-Unis sur le continent américain? Nous allons en débattre maintenant avec nos invités présents sur ce plateau de Débat-Doc aujourd'hui. Christophe Ventura est tout d'abord avec nous. Bienvenue à vous. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, bien sûr, spécialiste de l'Amérique latine, et vous êtes le co-auteur avec votre collègue chercheur Didier Billon de Désoccidentalisation, repenser l'ordre du monde. C'est un ouvrage publié aux éditions Agone. Également avec nous, Kevin Partenay, bienvenue à vous. Vous êtes professeur sciences politiques, relations internationales à l'université de Tours et auteur de Crise en Amérique latine, les démocraties déracinées 2009-2019, un ouvrage disponible lui chez Armand Collin. Puis enfin Isabelle Lasserre est avec nous. Bienvenue à vous Isabelle Lasserre. Vous êtes journaliste, rédactrice en chef adjointe au service international du Figaro et auteur quant à vous de ce livre Les fantômes de Munich, l'Europe face aux défis du monde contemporain, ouvrage disponible chez l'Observatoire. Nous venons de voir ce film consacré donc au Venezuela, bien entendu. Il date un tout petit peu, ce film. Il va s'agir de le remettre à jour, notamment avec ce qui s'est passé, bien entendu, au début de ce mois de janvier. Cette intervention américaine, cette exfiltration du président vénézuélien, Nicolás Maduro, aux États-Unis. Il sera jugé pour narcotrafic. On y reviendra peut-être dans un instant. Je tenais à vous présenter d'emblée ces chiffres concernant les principales réserves au monde de pétrole. Et c'est bien le Venezuela qui arrive en tête. Le Venezuela est le plus grand détenteur de pétrole au monde, avec 17,5% des réserves mondiales devant l'Arabie Saoudite, le Canada, l'Iran et l'Irak. Le Venezuela et le Canada, c'est très important à comprendre pour ce qui va suivre, puisque le pétrole est un enjeu majeur et c'est bien le pétrole qui a justifié cette intervention américaine au Venezuela. Il ne faut peut-être pas chercher midi à 14h, si ? C'est d'abord... Après avoir vu ce film. Oui, c'est d'abord le pétrole, il n'y a pas de doute. Et derrière le pétrole, vous l'avez dit, c'est 17% des réserves mondiales, c'est 300 milliards de barils prouvés, certifiés, ce qui laisse entendre que peut-être il y en a encore plus. Mais ça, c'est les chiffres certifiés. Et puis, il y a bien d'autres choses qui intéressent les États-Unis, comme d'autres puissances dans le monde, comme les Chinois ou les Russes au Venezuela. Il y a le gaz aussi, qui souvent va avec le pétrole. Il y a des minerais, il y a de l'or. Il y a énormément de choses, en fait, qui fait que le Venezuela est l'un des principaux gisements de ces ressources. Mais le Venezuela, c'est aussi la porte d'entrée pour toute la région, pour le retour de Washington en Amérique latine, puisque c'est ce qui caractérise l'Amérique latine, c'est que tous les pays sont des gisements assez incroyables, disons foisonnants, si je puis dire, de ressources naturelles, de matières premières et de produits agricoles. Ça vaut pour toute la région. Et c'est bien le premier enjeu de la fameuse doctrine Monroe qu'a remis au goût du jour Donald Trump dans son document de stratégie de sécurité nationale, publié le 5 décembre 2025. Et qui explique bien que c'est d'abord ça que les États-Unis, reviennent chercher dans ce qui est leur zone d'influence traditionnelle, dont ils ont perdu le contrôle, en tout cas pour la partie sud-américaine, depuis le début du XXIe siècle, à la faveur de la montée en puissance chinoise. Mais le Venezuela, c'est pas que ça pour les États-Unis, c'est aussi un agenda politique, c'est aussi un pays qui est considéré comme un pays récalcitrant, un État récalcitrant par rapport à la domination de Washington, qui est considéré... par sa couleur politique. De par sa couleur politique, de par la prétention qu'il a eue d'instaurer le socialisme, de renouer avec cette tradition-là. Ça, c'est la revanche de Trump sur ce qu'a été la politique Chavez, suivie c'est de la revanche, Maduro. voilà, c'est 25 ans d'arriéré, si je puis dire, pour Washington, qui viennent de se passer. C'est les relations avec Cuba pour le Venezuela. Et c'est aussi, encore une fois, le pays qui, incarne le plus dans la région la diversification des alliances stratégiques avec les adversaires de Washington, à commencer par Pékin et Moscou, puisque c'est le pays qui a le plus de liens avec ces deux-là, pour ne pas parler de l'Iran. Cuba qui se voit privé justement du pétrole vénézuélien aujourd'hui. Cuba est dans une situation politico-sociale catastrophique en ce moment. La doctrine Monroe,
Vous l'avez cité, ça nous ramène au milieu du 19e siècle. Expliquez-nous, Isabelle Lasserre, en quoi cette doctrine Monroe vaut encore aujourd'hui, et surtout la tonalité que lui donne Donald Trump aujourd'hui à cette fameuse doctrine. Elle date de 1823 et à l'origine, la doctrine Monroe est faite pour empêcher l'intervention des pays européens et des colonisateurs européens. Après, elle a été transformée, modifiée. Aujourd'hui, Donald Trump l'a reprise. Ce qui est très intéressant, c'est que je pense qu'il faut l'opposer la mélanger à la doctrine Brejnev côté russe. C'est-à-dire qu'on a, et à la Chine, on a aujourd'hui 3 grandes puissances qui se réapproprient complètement leurs proches étrangers ou leur zone d'influence. Donc la Russie qui veut reprendre toutes les anciennes républiques soviétiques et récupérer l'influence qu'elle avait en Europe, en tout cas sur le versant oriental de l'Europe. La Chine qui veut récupérer Taïwan et chasser les Américains de la mer de Chine. Et les États-Unis qui veulent, pour des raisons économiques, mais aussi idéologiques, se réapproprier leur zone d'influence qu'ils considèrent comme étant naturelle, l'Amérique latine, entre autres. Je crois qu'on assiste à une volonté de la part de Donald Trump d'instaurer un nouveau Yalta, mais un Yalta à 3, avec ces 3 grandes puissances qui feraient qui auraient toute la liberté d'agir, y compris en méprisant le droit international, y compris en utilisant la violence sur leurs proches étrangers. Je crois aussi que, à toutes les raisons on peut rajouter la Chine et la Russie. C'est vraiment très, très intéressant. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a le pétrole, mais il y a aussi la volonté de chasser complètement la Chine et la Russie de cette zone-là, comme il y a la volonté du côté russe et du côté chinois de chasser les Occidentaux et les États-Unis. Et c'est vrai que la Chine a pris une influence quand même assez intéressante. À chaque fois qu'on a une intervention militaire ou une menace de la part de Donald Trump ou un intérêt particulier dans un pays, en général, il y a la Chine derrière. C'est aussi pareil pour le Groenland. Alors c'est moins... évidemment, les Chinois et les Russes ne sont pas autour, n'ont pas encerclé le Groenland. Mais c'est vrai qu'il y a une poussée chinoise, il y a une poussée russe depuis de longues années dans l'Arctique, et que les États-Unis avaient une position à rattraper en quelque sorte vis-à-vis des Chinois et des Russes. C'est sur le rattrapage qui est intéressant, parce que c'est vrai que j'ai vu que le département d'État américain, l'équivalent du ministère des Affaires étrangères, avait un peu délaissé cette partie du monde, notamment au début des années 2000. C'était évidemment le Proche et le Moyen-Orient qui était la priorité absolue, qui plus est après le 11 septembre 2001. Et en l'espace de 2 décennies, finalement, ils se sont fait déborder, notamment par les Chinois, un peu aussi par les Russes. Ils ont réellement délaissé cette partie, cette hégémonie qu'ils exerçaient à l'époque sur l'Amérique du Sud, les Américains, et c'est comme ça qu'effectivement, aujourd'hui, on peut justifier la politique mise en œuvre par Donald Trump et son administration. Oui, je crois que c'est relativement net. Le début des années 2000 coïncide avec une période de déclin dans la présence des États-Unis dans la région, pour plein de facteurs. Vous l'avez précisé, il y a ce risque de ce qu'ils appelaient l'outreach, c'est-à-dire d'être trop présent sur différents fronts et donc de se fragiliser. La préoccupation à cette époque-là est plutôt tournée vers le Moyen-Orient, et donc l'Amérique latine ne constitue pas un foyer de préoccupation majeur, ni pour des questions qui plus tard sont devenues importantes, la migration, la criminalité. Et donc on a beaucoup moins d'investissements dans cette région-là. Et c'est vrai que dans le même temps, on voit l'expansion de la puissance chinoise tout à fait nettement depuis le début des années 2000, ce qui nous ramène quand même à dire que cette présence chinoise, elle n'est pas du tout nouvelle. On le présente souvent comme étant quelque chose de récent, justement, cette idée de défier Washington. C'est en réalité une présence qui s'est construite sur le temps presque long désormais, puisque c'est début des années 2000, mais même quelques années auparavant,
où on voit que sur le plan économique, avec des relations informelles, pas diplomatiques officielles, mais sur le plan économique et informel, que cette présence s'est largement développée. Donc on peut dire que les États-Unis ont perdu en partie la main sur le plan commercial, notamment sur le plan des matières premières, etc. Tout à fait, parce que à un certain moment de leur histoire récente, là. Bien sûr, et on le voit d'ailleurs aujourd'hui, c'est-à-dire que Trump essaye de reprendre la main sur toute une série de pays, mais sur le plan tout à fait économique, on voit que plusieurs pays de la région, notamment des grands pays de la région comme le Brésil, ont la Chine comme premier partenaire commercial aux exportations et aux importations, passant devant les États-Unis. Donc on est vraiment dans une inversion de la logique. Et c'est justement ce qui est tout à fait intéressant dans cette convocation de la doctrine Monroe. Je crois qu'il y a un paradoxe derrière l'usage de la doctrine Monroe. Il y a du sens, il y a le sens historique qu'on a rappelé, c'est-à-dire mettre des puissances étrangères à distance, c'est justement de limiter les menaces extérieures. Mais d'un autre côté, on est au-delà de cette dimension historique, on est au-delà de Monroe, on est plutôt du côté de Roosevelt, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a une volonté de chasser la Chine, mais il y a aussi une volonté de dominer, de reprise, de domination. Attention, hein, quand vous dites Roosevelt, c'est Théodore Roosevelt auquel vous faites référence. La politique du gros bâton. Là, on est au Exactement. tout début du XXe siècle. Au début du XXe siècle, 1904. Ouais. Et donc, on est au-delà de la définition de l'espace américain comme un espace américain. Ouais. On devient les aux gendarmes, Américains. en réalité, de Mais cette l'idée région. du gendarme, exactement, avec une représailles des puissances qui s'approcheraient ou voudraient étendre leur présence. Donc, je pense qu'à tort, on convoque aujourd'hui la doctrine Monroe, Ouais. où on la mixe avec Donald pour le Donroe. Ouais. Mais en Ça. fait, sous Donald Trump, aujourd'hui, on est beaucoup plus proche de la doctrine Theodore Roosevelt que en réalité de la doctrine Monroe, qui à l'époque, historiquement, était en fait dans une toute autre logique, une toute autre dimension. Ah, vous dites, on l'appelle maintenant la doctrine Donroe, hein, évidemment, hein. Don comme Donald. La doctrine Monroe est très importante, mais nous l'avons dépassée très loin, a même dit l'actuel président américain. Vous souhaitiez rajouter quelque chose? Oui, je crois qu'il faut aussi rajouter, quand on parle de la politique de Trump dans la région, pour lui, la question de l'immigration, Ouais. qui est absolument capitale. C'est-à-dire qu'en instaurant des gouvernements qui sont favorables aux États-Unis, à sa botte, voire en atténuant les dictatures en Amérique du Sud, Donald Trump espère se débarrasser de tous les immigrés d'Amérique latine et de les faire repartir. Et c'est aussi la question, là on parle aussi de Cuba, c'est-à-dire que le Venezuela, c'est aussi une manière de faire tomber Cuba, puisque Cuba est... Enfin, d'essayer de faire tomber Cuba, bien entendu, puisque Cuba est privé du pétrole vénézuélien et qu'en plus Donald Trump menace tous les pays qui vendraient du pétrole à Cuba de nouvelles taxes de douane. En faisant tomber Cuba, on fait tomber l'ennemi des États-Unis, donc c'est une victoire idéologique et politique pour Donald Trump, mais c'est aussi une victoire parce qu'on peut se débarrasser d'une partie des immigrés cubains aux États-Unis. Et là où ça peut se retourner complètement contre Donald Trump, c'est que le pouvoir cubain, étranglé économiquement en ce moment, vraiment, peut tout à fait ouvrir les vannes et provoquer une nouvelle vague d'immigration qui irait sur le sol américain. Mais l'immigration est au cœur de la politique de Donald Trump, mais surtout de J.D. Vance et de tous les conseillers de Donald Trump. D'ailleurs, il n'avance pas masqué, hein, Donald Trump, dans cette adhésion pleine et entière à la doctrine Monroe. Et il veut la revisiter. Vous l'avez dit, vous avez cité un document tout à l'heure, hein, qui est la stratégie de défense nationale. C'est un document important. Il a été publié le 5 décembre dernier. Il y a 4 objectifs d'annoncer, hein. Arrêter l'immigration et contraindre les pays d'origine, voire de transit, à réadmettre les personnes expulsées des États-Unis, démanteler les circuits du narcotrafic en direction des États-Unis, rééquilibrer les échanges commerciaux et enfin s'assurer du contrôle de ressources et d'infrastructures stratégiques. Et là, on est dans le cas du Venezuela, par exemple. Ce qui vient d'être dit sur l'immigration, par exemple, c'est très sensible aujourd'hui, la pression exercée sur les différents gouvernements d'Amérique latine concernant ce fameux dossier de l'immigration.
l'immigration pour Donald Trump? Oui, effectivement, c'est un des piliers de cette doctrine Monroe et de son corollaire Trump, parce que Trump a aussi, lui, son corollaire désormais. On a parlé de Roosevelt, mais lui-même, dans son document de stratégie, crée le corollaire Trump. Et effectivement, c'est assez central. Je crois que, qu'est-ce que c'est que cette politique pour l'Amérique latine? Et encore une fois, le Venezuela, c'est un peu l'endroit qui est le nœud, en fait, un peu de tout ça. Et il fallait probablement commencer par là pour annoncer la nouvelle période qui s'ouvrait dans les relations entre Washington et l'Amérique latine. Il y a 3 domaines importants qui sont indissociables. Le premier, on en a déjà parlé, c'est peut-être pas forcément la captation directement par Washington des ressources naturelles latino-américaines, mais le contrôle de ce que font les Latino-Américains avec leurs ressources naturelles et l'idée que ces ressources naturelles doivent prioritairement servir les intérêts de l'économie américaine et intégrer ou fournir les chaînes de production et les chaînes de valeur de l'économie américaine. Et les Américains conçoivent que les Latinos peuvent avoir encore d'autres clients. Par exemple, ils laissent au Venezuela la possibilité de continuer à vendre du pétrole aux Chinois. Mais comment ils font les Américains maintenant grâce à leur blocus naval? Ils obligent Caracas à laisser leur commerce extérieur contrôlé par Washington. Ce sont les Américains qui font l'intermédiaire entre les Vénézuéliens et les Chinois pour leur vendre le pétrole, qui en fixent le prix, qui récupèrent l'argent, qui prennent une com au passage, et qui donnent la partie qui va au gouvernement vénézuélien. Donc c'est comme ça qu'ils procèdent. C'est une prise de contrôle sur les flux, en fait, économiques. Donc ça vaut pour toute la région. Ça, c'est les ressources mises disons, au service de l'économie américaine. Le deuxième plan, c'est un peu ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire, et c'est important de le comprendre comme ça, Washington veut imposer à chaque gouvernement latino-américain, soit par leur consentement, soit en les obligeant, à adopter dans leur politique nationale, dans leur feuille de route gouvernementale nationale, les priorités de la politique intérieure de Washington. Et effectivement, c'est les questions migratoires et c'est aussi les questions de lutte contre le narcotrafic, mais à la mode Washington, c'est-à-dire une vision de la lutte contre le narco qui se résume à la destruction de l'offre. On va détruire les producteurs, comme ça il n'y aura plus de consommation des drogues. Ça fait 50 ans que ça échoue, cette stratégie au passage. Notamment en Colombie. Mais partout. Bon, partout. Bon. Mais du coup, ça c'est le deuxième plan. Et puis le troisième, c'est écrit dans la doctrine dont vous avez parlé, c'est exclure ou confiner ou endiguer les puissances non hémisphériques. C'est la phrase, c'est les mots. Et là, on en revient à la Chine, notamment, c'est la qui est Chine visée, qui est visée à chaque ligne, sans jamais être citée. Il s'agit de les endiguer parce que la Chine est devenue, je vous dis, on l'a dit aussi, le premier partenaire des Sud-Américains et le deuxième des autres, c'est-à-dire Mexique, Centramérique et Caraïbes. Et ça n'existait pas il y a 20 ans. Même il y a 10 ans, ça n'existait pas encore. Et c'est ça le grand changement dans l'espace régional latino-américain. Alors, tous les coups sont bons pour appliquer cette doctrine depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Droits de douane à la hausse, ingérence dans les processus électoraux. Exemple récent, Honduras. en Argentine, Honduras, opération militaire, Venezuela, revendication sur le canal de Panama il y a aussi quelques mois. Tous les coups sont bons. Oui, Donnez-nous des exemples de pression exercée auprès de gouvernements aujourd'hui en Amérique latine pour illustrer cette pression mise aujourd'hui par l'administration Trump. Alors, vous en avez précisé déjà quelques-uns. Il y a toute une palette, justement, qu'on pensait appartenir au passé. Il y a les pratiques impériales du 19e siècle. On a aujourd'hui clairement des manifestations d'ingérence dans les dimensions, les processus électoraux, déjà. L'Argentine, quand Donald Trump fait une sortie en disant qu'il va octroyer via le FMI un prêt de 20 milliards de dollars au pays, évidemment, ça perturbe l'élection et la suite du processus. Ça donne en partie, sans doute, la victoire à... Alors effectivement, on était en plus président en argentin, on était effectivement dans un contexte où les précédentes élections locales avaient été plutôt défavorables et puis les législatives ont donné plutôt un grand succès au président Javier Milei. On est dans des ingérences de la même nature au Honduras, par exemple, ingérence dans les processus judiciaires au Brésil, quand on a vu le procès de Jair Bolsonaro, l'ex-président avant Lula. Et puis, effectivement, vous l'avez dit, des pressions politiques sur certains États. Et je crois que le cas d'école en la matière, c'est Panama. Et qui reflète aussi bien une autre dimension, c'est que la Chine ne va pas se laisser faire vis-à-vis de Trump. Alors, à quoi ça tient ? Ça tient précisément à essayer d'exercer une pression maximale sur les autorités panamènes
pour obtenir ce qu'ils souhaitent. Alors, ils sont partis, on l'a vu dès même la campagne de Donald Trump, avec cette idée de récupérer le canal. Trump a essayé de le justifier de différentes façons, parce que les États-Unis ont financé beaucoup, que beaucoup d'Américains sont morts en construisant le canal, mais ça devait appartenir aux États-Unis. Je pense que ça fait partie de la stratégie de bluff, c'est-à-dire poser un objectif maximaliste pour garantir des succès minimes, on va dire, ou qui correspondent aux intérêts de Washington. Et ça a été une stratégie complètement réussie. On a vu la possibilité de faire passer des navires militaires gratuitement sur le canal, réinstaller des soldats états-uniens sur le sol panaméen, et aujourd'hui, pression sur les institutions judiciaires, notamment sur la Cour suprême, pour casser les contrats possédés par l'entreprise hongkongaise avec des actifs chinois sur les ports qui sont à l'entrée du canal. Isabelle Lasserre, regardez cette carte qu'on va vous montrer. Il s'agit des pays d'Amérique latine selon leur couleur politique. Donc en bleu ciel et bleu foncé, plutôt des gouvernements de droite et d'extrême droite, et puis un dégradé de rose pour les gouvernements plus à gauche jusqu'à l'extrême gauche. Que vous inspire cette carte, sachant que par exemple au Costa Rica, au Pérou vont se tenir des élections présidentielles en février et avril prochains respectivement. Il va aussi y avoir des élections en Colombie, où c'est un gouvernement socialiste et un président socialiste qui pour l'instant dirige ce pays, mais il ne pourra pas se représenter, ce président. Mais en revanche, évidemment, la Colombie pourrait à nouveau avoir un dirigeant socialiste à sa tête, ce que ne souhaite absolument pas Trump, et ces élections ont lieu, a priori, législatives en mars et les présidentielles en mai prochain. Autrement dit, il faut s'attendre à des ingérences dans ces scrutins qui attendent ces pays, et peut-être un commentaire aussi sur ces cartes sur lesquelles, peut-être sur les pays sur lesquels peut déjà s'appuyer Trump pour appliquer sa politique aujourd'hui. Oui, alors, ça m'inspire plusieurs choses. La première chose, c'est que l'Amérique latine et les ingérences dont vous avez parlé est aussi un laboratoire pour le monde. Je m'explique, le coup de force contre Maduro au Venezuela, aux États-Unis, dans l'entourage de Trump, on a caressé l'espoir que ça puisse devenir un modèle de politique étrangère pour, par exemple, l'Iran, pour changer les gouvernements assez rapidement, tout en respectant le programme électoral de Donald Trump, qui a en partie été élu pour mettre fin aux guerres et en tout cas ne pas rouvrir de nouveaux fronts. Donc ce modèle vénézuélien qui consiste à envoyer des avions, soit extraire un dirigeant, soit mener une action militaire comme les États-Unis l'ont fait en aidant Israël en juin 2025, pendant la guerre des 12 jours, c'est-à-dire on frappe les installations nucléaires, ça dure quelques jours, et puis on se retire. Ça doit être un modèle côté Trump. Le problème, c'est que ce modèle, là, il ne va sans doute pas marcher pour changer le régime iranien maintenant. L'autre modèle, c'est celui des ingérences dans les gouvernements d'Amérique du Sud, qui est quasiment annoncé pour l'Europe. Alors, on n'en est pas encore là, mais quand on lit la revue stratégique de sécurité nationale, pas celle de défense, mais de sécurité nationale, qui a été publiée il y a quelques semaines, Donald Trump a des mots très durs contre l'Europe, en fait, il n'annonce pas, enfin, Donald Trump, cette revue n'annonce pas un retrait des États-Unis d'Europe, ni même un désintérêt total des Américains vis-à-vis de l'Europe. Elle annonce la volonté de transformer l'Europe. Les Américains et Donald Trump aimeraient que l'Europe ressemble aux États-Unis aujourd'hui. Ils aimeraient que tous les pays d'Europe deviennent qu'il y ait des petits Orban dans tous les pays européens. Et ça annonce possiblement de l'ingérence, ou en tout cas des aides aux partis politiques qui intéresseraient Donald Trump. Et donc, en fait, on peut calquer l'Amérique latine. Donald Trump est le maître du monde, en quelque sorte. Il ne veut pas seulement régenter l'Amérique latine. Il veut aussi transformer l'Europe. Sur cette carte que nous avons montrée, pour réagir aussi à ce qui a été dit à l'instant, à quoi faut-il s'attendre sur un plan strictement politique et l'influence des États-Unis sur ce que pourraient être les situations politiques de demain dans les pays d'Amérique latine ? La question est tout à fait urgente, puisque l'année 2026 qui démarre va être une année de grande élection en Amérique latine.
d'ailleurs 2027 aussi, mais pour rester sur cette année, on va avoir, vous en avez parlé, l'élection costaricienne où la droite reste au pouvoir. La colombienne va intervenir à partir de mars et après la présidentielle en mai et éventuellement en juin, où là par contre la droite peut revenir au pouvoir. La Colombie dans l'orbite de Washington. La Colombie où les États-Unis ont déjà fermé les robinets financiers vis-à-vis de ce pays de manière considérable. Les gens qui nous écoutent se souviennent que la Colombie, historiquement, c'est le grand allié des États-Unis en Amérique du Sud depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est l'allié numéro 1 de Washington, qui, là, depuis 4 ans, dans son histoire de ce pays, c'était tout à fait inédit, a eu un président de gauche pendant 4 ans. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire de la République colombienne. Et donc, Washington a un peu, là aussi, perdu, disons, et ça explique une bonne partie des relations exécrables entre M. Trump et Gustavo Petro, le président américain, qui, là, s'est soldé par une rencontre à Washington où les choses vont dans le sens d'un apaisement, mais aussi parce que Gustavo Petro, c'est la fin de son mandat, il ne se représentera pas, comme vous l'avez dit, et Trump a sûrement fait tout ça et va sûrement continuer, et ça m'amène à votre deuxième point, effectivement, pour s'ingérer dans la campagne électorale colombienne, pour que des forces qui lui soient alignées gagnent dans ce pays. Et c'est ce qu'il va faire partout, Trump. Parce qu'il y a la Colombie, il y a le Brésil. La première puissance régionale sera en élection présidentielle en octobre 2026. Lula, le président sortant, va certainement repartir pour un 4e mandat, face probablement à l'aîné, au fils aîné de Jair Bolsonaro, qui est en prison pour tentative de coup d'État contre Lula. Et donc, là aussi, le bolsonarisme sans Bolsonaro continue d'exister. Et donc, Trump va s'ingérer parce qu'effectivement, les ingérences américaines, et de ce point de vue-là, c'est pas particulièrement, disons, trumpiste, c'est pas particulièrement nouveau. L'histoire des États-Unis, ce n'est que ça en Amérique latine. Mais là, il y a une radicalisation et puis une extension, parce que je vous dis, en général, le vrai cercle de l'influence, c'était Mexique, Amérique centrale, Caraïbes. Maintenant, c'est toute l'Amérique latine. Donc, il va s'ingérer. Et il y a aujourd'hui une dizaine de pays qui sont déjà alignés sur lui. Et donc, il a quand même des points d'appui dans cette région pour pouvoir continuer à mettre en place sa feuille de route qu'on a évoquée précédemment. Merci, un grand merci vraiment à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Après ce documentaire entièrement consacré, lui, au Venezuela et l'intérêt géopolitique du pétrole pour ce pays. On l'a bien vu d'ailleurs avec ce qui s'est passé en ce début d'année et cette intervention américaine sur place. Merci aussi à Félicité Gavalda, Thibaut Brosset-Ekel qui, comme à l'accoutumée, m'ont aidé à préparer cette émission. Prochain rendez-vous avec Débadoc, ça sera la même place, la même heure et bien sûr toujours avec son documentaire et son débat. À très bientôt.